Elle n'était qu'une pilote silencieuse, moquée pour ses prières avant chaque vol. Jusqu'au jour où le colonel, en pleine manœuvre, éclata de rire devant toute la base. Quelques minutes plus tard, le ciel s'est ouvert, et ce rire s'est figé pour toujours. Les radars se sont tus, les alarmes n'ont rien enregistré, mais quelque chose ou quelqu'un a arrêté l'impossible. Ce qui s'est passé ce matin-là n'a jamais été écrit dans les rapports. C'était effacé, classé, interdit. Restez ici, car l'histoire que vous allez entendre remettra en question tout ce que vous croyez savoir sur la foi, la guerre et les miracles. Avant de continuer, partagez en commentaire votre localisation, laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite. Fort Ashland, Arizona, 4h30 du matin. Le désert dormait encore, figé sous une lumière bleutée où chaque grain de sable semblait attendre le jour. Le vent passait entre les hangars, soulevant la poussière et quelques papiers abandonnés. Devant le hangar 12, une silhouette s'agenouilla. Son uniforme portait déjà les marques d'un usage quotidien. Genoux blanchis, manches rêches, bottes nettoyées la veille. Le lieutenant Grace Callahan joignit les mains, la tête inclinée vers la terre. Sa respiration était lente, régulière. Aucun mot ne dépassa le murmure. Seul le froissement léger de sa veste trahissait le mouvement de ses épaules. Au loin, les premiers moteurs ronronnaient. Des lampes du nord s'allumaient par endroits, la base s'éveillait. Dans les dortoirs, les réveils sonnaient en cadence, et l'odeur du café instantané commençait à se mêler à celle du kérosène. Les hommes de la 217e escadrille sortirent un à un, encore ensommeillés. Certains plaisantaient, d'autres juraient contre la chaleur qui annonçait déjà la journée. Lorsqu'ils aperçurent Grace agenouillée sur le tarmac, le silence se fit. Puis des rires étouffés éclatèrent. « Regardez-moi ça !» lança le sergent Doyle. La nouvelle prit avant le décollage. « Faut croire qu'elle pense que le Seigneur gère la météo », ajouta un autre. Le colonel Harris arriva quelques secondes plus tard. Grand, massif, la quarantaine passée, il avançait d'un pas lourd, mâchonnant un cure-dent. Sa réputation précédait chaque mot, autoritaire, cassant, respecté, parce qu'il faisait peur. Il s'arrêta derrière elle, l'ombre de sa silhouette s'étendant sur le béton. « Lieutenant Callahan », dit-il d'une voix rauque, « ici, on se prépare en vérifiant les rotors, pas en parlant au ciel. » Grace releva la tête. Ses yeux bleus, lavés par la poussière du matin, rencontrèrent les siens sans trembler. « Je me prépare, monsieur, » répondit-elle simplement. Harris haussa les épaules, un sourire ironique au coin des lèvres. « Vous croyez que Dieu va tenir votre appareil en vol ?» Autour d'eux, les rires reprirent, plus fort. Un des jeunes pilotes la dépassa en mimant un signe de croix caricatural. Harris ne dit rien de plus. Il tourna les talons, ordonnant le rassemblement général. Mais le regard qu'il lança en partant portait un mépris tranquille, presque paresseux. Celui d'un homme convaincu que la discipline excluait toute faiblesse, et que prier en faisait partie. Grace resta agenouillée encore quelques secondes après leur départ. Elle se releva enfin, brossa la poussière de ses genoux et se dirigea vers son appareil. Le ciel à l'est prenait une teinte rose. Les pales de l'hélicoptère, immobile, semblaient attendre son signal. Elle posa la main sur le métal tiède, un geste discret comme une bénédiction silencieuse. Dans le hangar voisin, Miles Tucker, mécanicien, observait la scène depuis la pénombre. Il n'entendait pas ces mots, mais il reconnaissait la ferveur calme d'une personne qui ne cherche ni à prouver ni à convaincre. Il songea à ces pilotes qui, avant chaque mission en Afghanistan, glissaient une médaille sous leur gilet pare-balles sans que personne ne s'en moque. Mais ici, en territoire américain, la foi semblait déplacée, presque suspecte. Quelques minutes plus tard, la sirène de rassemblement retentit. Les escadrons se mirent en ligne, casque sous le bras. Harris inspecta les rangs avec la lenteur calculée de celui qui aime sentir le poids de son autorité. Son regard s'arrêta sur Grace. « Lieutenant Callahan, première affectation ici ?»« Oui, monsieur. »« Vous venez d'où ?»« Fort Riley, Kansas. » Harris hocha la tête, puis, d'une voix assez forte pour être entendue de tous, « Là-bas. Ils enseignent la prière avant le petit déjeuner, c'est ça ?» Un rire général éclata. Grace resta droite, immobile. Pas un muscle de son visage ne bougea. Cette absence de réaction coupa court à la moquerie plus sûrement qu'un cri. Harris se renfrogna, tourna la tête et passa au suivant. Les ordres du jour furent distribués.
Le premier vol d'entraînement débuterait dans 1 heure. D'ici là, inspection technique et exercice physique. Le soleil, encore bas, chauffait déjà la tôle des hangars. Les hommes s'éparpillaient en plaisantant. Gross rejoignit son équipe, vérifia les rotors, nota chaque détail sur sa tablette. Ses gestes étaient précis, économes, sans nervosité. Un vieux réflexe la poussait à tout noter. Pression hydraulique, niveau d'huile, état des fixations. Doyle passa derrière elle en sifflant. « Alors, lieutenant, vous allez aussi prier pour la jauge de carburant. » Elle leva les yeux, un bref instant. « Non, pour que vous ne la confondiez pas encore avec celle de votre ego. » Les rires fusèrent, cette fois à ses dépens à lui. Doyle grogna quelque chose et s'éloigna. Miles, témoin de la scène, esquissa un sourire discret. À 6 heures précises, le drapeau fut hissé. Les moteurs commencèrent à rugir. Grace, casque en main, se plaça à côté de son hélicoptère. Harris passa près d'elle, observa la rigueur de sa posture et murmura « Vous croyez peut-être qu'une prière vous fera respecter ici, Callahan ? Ce qui compte, c'est la performance. » Elle répondit sans le regarder. « La performance commence dans le silence, monsieur. » Harris fronça les sourcils, hésita entre colère et mépris, puis s'éloigna sans un mot. Le bruit des turbines couvrit le reste. Quand les appareils décollèrent un à un, le soleil franchit la ligne des montagnes. Grace leva brièvement les yeux. Le vent chaud souleva une mèche de cheveux qu'elle remit derrière son oreille. Un sourire presque imperceptible effleura ses lèvres. Elle n'avait pas prié pour elle-même, ni pour le succès de la journée, mais pour que les hommes autour d'elle comprennent, un jour, que la foi n'était pas une faiblesse. Qu'elle pouvait, au contraire, être une armure invisible. Le soleil s'était levé depuis 2 heures déjà, et la chaleur transformait le tarmac en plaque brûlante. À Fort Ashland, tout semblait vibrer. L'air, les pales immobiles, même les ombres s'allongeaient avec lenteur. Le colonel Harris traversait la cour, dossier sous le bras, lunettes noires vissées sur le nez. Autour de lui, les pilotes formaient un cercle lâche, attendant les instructions du jour. « Aujourd'hui, annonça-t-il, nous reprenons les manœuvres tactiques du module C. Coordination, vitesse, discipline, pas de place pour l'hésitation. » Son ton claquait comme un coup de fouet. Ses yeux se posèrent donc sur Grace Callahan, qui se tenait en retrait, casque à la main. « Lieutenant, vous dirigerez le groupe de maintenance au sol. Vous vérifierez que les carburants soient alignés et les rotors équilibrés. Vous observerez. » Un murmure discret parcourut le groupe. Observer signifiait rester au sol. Pour un pilote, c'était une humiliation. Grace répondit par un simple « À vos ordres, monsieur », sans ciller. L'exercice débuta sous un soleil impitoyable. Les hélicoptères alignés projetaient des reflets aveuglants. Les moteurs rugirent, les pales commencèrent à tourner et la poussière se mit à danser en spirale. Harris donnait des ordres secs par radio, sa voix résonnant dans tous les casques. Gross, casque éteint, notait silencieusement chaque décollage, chaque trajectoire. Ses doigts glissaient sur la tablette, précis, concentrés. Autour d'elle, les techniciens plaisantaient entre 2 vérifications. Doyle, couvert de sueur, passa près d'elle avec un chiffon. « Vous avez raté le bon métier, lieutenant. Avec ce calme-là, vous auriez fait une excellente statue. » Elle ne répondit pas. Son silence, encore une fois, irrita plus qu'une réplique. Harris, observant la scène depuis la tour, remarqua son immobilité. Il saisit le micro. « Callahan, on n'est pas ici pour méditer. Vérifiez le rotor 3 du Blackhawk Delta. Maintenant. » Grace se dirigea vers l'appareil, inspecta la pièce, puis en les signala. « Rotor 3, parfaitement équilibré. Aucun écart de vibration, monsieur. »« J'espère que Dieu vous l'a confirmé personnellement, » lança Harris, déclenchant les rires dans la tour. Elle serra la mâchoire, mais ne répondit pas. L'exercice se poursuivit dans un vacarme incessant. Au bout d'1 heure, la poussière formait un brouillard ocre, les uniformes se collaient à la peau. Harris multipliait les ordres contradictoires, changer les positions, refaire les vérifications, ajuster les angles. Il semblait chercher la moindre faille pour prouver que sa nouvelle recrue n'était qu'une croyante perdue dans un monde d'acier. À midi, la sirène annonça la pause. Les soldats se regroupèrent sous un auvent, cherchant un peu d'ombre. Les bouteilles d'eau passaient de main en main. Doyle raconta, hilar, comment le colonel avait failli faire plier la ceinte du tarmac. Les rires fusèrent. Grace, assise à l'écart, mangeait lentement son sandwich sans lever les yeux. Un technicien posa une main sur son épaule. « Miles Tucker. » « Ne les écoutez pas. »
Harris déteste ce qu'il ne comprend pas. Ce n'est pas de la haine, répondit-elle doucement, c'est de la peur. Les hommes comme lui craignent le silence. Miles la regarda longuement, puis hocha la tête. Vous savez, d'où je viens, on priait avant chaque décollage. Ça ne garantissait rien, mais ça rappelait qu'on n'est pas immortel. Grace esquissa un sourire. Alors nous venons du même monde. L'après-midi reprit. Cette fois, Harris voulut tester la réactivité d'intoxication de son équipe. Il organisa un exercice d'urgence, simulation d'incendie moteur. Chaque pilote devait évacuer, sécuriser et redémarrer. Grace fut appelée en soutien. Au signal, elle courut vers l'appareil, contrôla les valves, puis fit signe à l'équipe de pompiers. L'opération fut rapide, sans erreur. Harris observait depuis la piste, bras croisés. « Vous avez oublié un détail, lieutenant », lança-t-il. « Vous n'avez pas crié « Amen » avant d'éteindre le feu. » Les hommes éclatèrent de rire. Grace posa calmement l'extincteur, se redressa. « Si j'avais crié, monsieur, le feu aurait eu peur. » Le rire s'éteignit presque aussitôt. Harris resta muet une seconde, puis s'éloigna sans répondre. À 16 heures, la journée toucha à sa fin. Le ciel virait au cuivre. Les hélicoptères s'alignaient pour le dernier vol. Gross, assigné à la vérification finale, passa entre les appareils. Ses mains, noircies de graisse, effleuraient chaque surface comme pour sentir battre le métal. Harris vint à sa rencontre. « Vous croyez que votre calme vous rend meilleur que les autres » demanda-t-il sèchement. « Non, monsieur. Il me rend seulement moins bruyante. » Il resta figé, puis tourna les talons. Derrière lui, Miles observa la scène avec un mélange d'admiration et de crainte. Il savait qu'elle venait de franchir une ligne invisible, celle où la dignité devient provocation pour ceux qui se nourrissent du mépris. Quand la nuit tomba, la base s'illumina d'un halo jaune. Les soldats regagnaient leur quartier, fatigués. Grace resta un moment sur la piste, seule, le regard tourné vers le ciel. Les moteurs s'éteignirent un à un, laissant place à un silence épais. Elle joignit les mains, non pour demander, mais pour remercier d'avoir tenu sans colère, sans honte. Dans la tour, Harris l'observait depuis la vitre, une cigarette au coin des lèvres. Il ne comprenait pas pourquoi cette femme, qu'il s'acharnait à briser, refusait de plier. Et dans ce doute naissait, sans qu'il le sache encore, la première fissure de son autorité. Le 3e jour, la chaleur arriva avant même le lever du soleil. À 5 heures, l'air vibrait déjà, lourd de poussière et d'ozone. Fort Ashland semblait flotter dans une brume dorée. Les pales des hélicoptères miroitaient comme des lames et le tarmac dégageait une odeur de métal chauffé à blanc. Le colonel Harris, en combinaison claire, donna ses ordres d'une voix sèche, simulation de combat, 2 escadrilles, altitude basse, communication radio obligatoire. Gross Callahan se trouvait cette fois sur la liste des pilotes actifs. Son nom prononcé par Harris résonna comme une concession arrachée. Lieutenant Callahan, Black Hawk B2. Vous suivez le capitaine Doyle. Formation Delta, distance 15 mètres. On verra si vos prières savent tenir une ligne droite. Les hommes ricanèrent. Grace répondit par un simple signe de tête et monta dans l'appareil. L'intérieur sentait le carburant et la toile brûlée. Elle s'installa, casque sur les oreilles, doigts crispés sur le manche. L'hélicoptère vibra au premier allumage, puis le rugissement des turbines emplit le ciel. À 06h12, la première escadrille décolla. Le désert se transforma en mer mouvante de poussière. Les appareils s'élevèrent en formation serrée, traçant des ombres longues sur les collines. Harris suivait tout depuis la tour, micro à la main. Maintenez la distance, Black Hawk B2, ajusté 3 degrés à gauche. Grace obéit, voix calme dans l'intercom. Ajustement effectué. Doyle, devant elle, fit un virage brutal. Les pales sifflèrent. La radio grésilla. « Allez, lieutenant, faut pas avoir peur de transpirer. » Elle ne répondit pas. Ses gestes étaient précis, économes. Chaque correction était mesurée. En quelques minutes, elle reprit la ligne exacte sans perdre 1 mètre d'altitude. Miles, depuis la tour radar, observa les trajectoires. « Son vol est parfait », murmura-t-il. Harris fronça les sourcils. « On verra si elle reste parfaite quand le vent tournera. » Le vent tourna. Une rafale soudaine fit trembler les appareils. Doyle perdit légèrement le contrôle, son appareil vacilla. Grace compensa immédiatement, stabilisant sa trajectoire avec un calme presque irréel. La radio crépita. « Black Hawk B2, maintien impeccable », nota un contrôleur.
Harris resta muet. Puis, d'un ton glacé, « Exercice terminé. Atterrissage immédiat. » Les hélicoptères redescendirent en spirale. Le sol approchait, brûlant, mouvant. Grace posa l'appareil sans heurts. À peine sorti, Harris l'attendait, bras croisés. « Impressionnant, lieutenant. On pourrait croire que Dieu était copilote. »« Non, monsieur. Juste la rigueur, » répondit-elle. Il la dévisagea longuement, contrarié par cette tranquillité. « La rigueur ne suffit pas. Dans le combat réel, la foi ne vous sauvera pas. Je ne prie pas pour être sauvé, mais pour ne pas me perdre, dit-elle. Ce ton neutre, presque apaisant, désarma ses sarcasmes. Harris tourna les talons, jetant son casque contre une table. À midi, la chaleur devint suffocante. Les hommes s'abritèrent d'un coup sous les hangars, transpirant, riant fort, pour masquer la fatigue. Grace, elle, chercha la petite chapelle au bout de la base. Un bâtiment oublié, à moitié enseveli sous la poussière. À l'intérieur, tout sentait le bois sec et le sable. Une lumière oblique traversait un vitrail fissuré. Elle s'agenouilla, posa son casque à côté d'elle. Ses lèvres remuèrent, sans bruit. Ses doigts traçaient un signe invisible sur son genou. Elle priait pour la sécurité de tous, même pour Harris. Dehors, le vent s'était levé, soulevant des tourbillons jaunes. On eût dit que le désert retenait son souffle. Miles entra discrètement. « Vous venez souvent ici ?»« Seulement quand le ciel est trop bruyant. » Il hocha la tête, regardant les vitraux. « Le colonel cherche à vous casser. Il teste vos nerfs. »« Il teste sa peur, » répondit-elle doucement. « Les hommes, comme lui, ne supportent pas ce qu'ils ne contrôlent pas. » Le tonnerre roula au loin. Un grondement sourd, anormal pour cette saison. Miles jeta un œil dehors. « On dirait une tempête. »« Non, » dit Grace, « pas encore. » Elle se releva, remit son casque. Ses yeux fixaient la ligne d'horizon, où des nuages sombres s'accumulaient lentement. « Quelque chose approche, » murmura-t-elle. Miles la suivit du regard alors qu'elle quittait la chapelle. Le vent s'intensifia, soulevant des papiers, claquant les portes. Harris, sur la piste, leva les yeux vers le ciel. « Pas de pluie depuis 3 mois, » grommela-t-il. Et voilà qu'elle se met à prier et le ciel s'agite. Il tenta de sourire, mais un frisson le parcourut malgré la chaleur. La chaleur du jour s'était changée en un soir brûlant et lourd. Fort Ashland vibrait encore des exercices de la journée, le bourdonnement des générateurs, les pas pressés des soldats, l'odeur d'huile et de poussière mêlée. Le réfectoire, large bâtiment aux vitres sales, bruissait de voix et de rires. La climatisation expirait un air tiède, incapable d'adoucir la touffeur. Les hommes s'y entassaient, chemises ouvertes, visage rougi. À une table du fond, le colonel Harris trônait, verre de Bourbon à la main, entouré de ses officiers. Sa voix couvrait toutes les autres. « Vous avez vu la petite Callahan aujourd'hui » lança-t-il. « Elle vole droit comme un ange, mais je parie qu'elle s'écraserait en récitant un psaume. » Les rires fusèrent. Doyle, assis près de lui, ajouta « Si on la mettait dans un cockpit de combat, elle demanderait sûrement à Dieu la permission de tirer. » Harris éclata d'un rire bruyant, presque forcé. Son visage, rougi par la boisson, transpirait la suffisance. Il aimait ces moments où l'on riait à ses dépens. Cela lui rappelait son pouvoir. Grace entra quelques minutes plus tard, plateau à la main. Ses cheveux étaient attachés, son uniforme encore maculé de poussière. En la voyant, les conversations se turent un instant, puis reprirent, plus basses. Elle traversa la salle sans un mot, alla s'asseoir à une table isolée. Miles lui fit un signe de loin. Elle répondit d'un léger mouvement de tête. Mais Harris ne supportait pas ce silence. « Lieutenant Callahan !» cria-t-il. « Venez donc boire un verre avec vos supérieurs. » Elle leva les yeux, hésita une seconde. « Non, merci, monsieur. Je ne bois pas pendant le service. »« Service ?» répéta-t-il, avec ironie. « Vous appelez prier un service ?» Quelques rires nerveux éclatèrent. Grace, calme, posa sa fourchette. « Je sers la même chose que vous, colonel. Mon devoir. Je le fais juste différemment. » Le silence tomba. Harris se leva lentement, contourna les tables. Ses bottes claquèrent sur le sol de béton. Arrivé devant elle, il posa ses mains sur le dossier de la chaise opposée. « Vous croyez vraiment que vos prières protègent qui que ce soit ?»« Pas les prières, » répondit-elle doucement. « La conviction. » Un murmure parcourut la salle. Miles fronça les sourcils, Doyle détourna le regard. Harris, lui, la fixa longuement, puis éclata de rire.
La conviction, ici ce qui nous protège, ce sont les moteurs, les balles et les ordres. Grace se contenta de reprendre sa fourchette, et pourtant, tout cela dépend d'un souffle. Ce fut dit sans défi, mais la phrase eut l'effet d'une gifle. Harris resta immobile, figé un instant, avant de hausser les épaules. Continuez donc à parler au ciel, lieutenant. Peut-être qu'un jour, il vous répondra. Il retourna à sa table, bruyamment applaudi. Les conversations reprirent, plus fortes, comme pour effacer le malaise. Grace termina son repas lentement, sans lever les yeux. Miles la rejoignit au moment où elle déposait son plateau. « Vous devriez l'ignorer. Il cherche à vous faire réagir. »« Je le sais, » dit-elle, « mais les mots qu'il jette ne tombent pas toujours au sol. Certains retombent sur lui. » Dehors, le vent s'était levé. Des bourrasques de sable s'engouffrèrent dans les couloirs, frappant les vitres du réfectoire. L'électricité vacilla. Une lumière cligna, puis s'éteignit. Un court silence suivit, troué par un rire nerveux. « Voilà, même le ciel coupe le son de ses sermons, » lança Doyle. Mais cette fois, personne ne rit vraiment. Les néons grésillèrent à nouveau, puis se rallumèrent. L'air semblait plus lourd, chargé d'une tension sourde. Grace sortit sans un mot. La nuit tombait sur le désert. L'horizon était d'un bleu métallique, presque noir. Le vent soufflait fort, secouant les antennes et les drapeaux. Elle marcha jusqu'à la piste, s'arrêta près de son hélicoptère. Elle posa une main sur la carlingue tiède, ferma les yeux. Ses lèvres bougèrent, une prière silencieuse, brève, comme un souffle. Dans la tour, Harris la regardait par la vitre. Son visage se durcit. « Cette femme croit vraiment que son ciel l'écoute, » marmonna-t-il. « Peut-être, » répondit Miles derrière lui, « ou peut-être que c'est nous qui n'écoutons rien. » Harris se retourna, surpris de le trouver là. « Vous aussi, Tucker, vous tombez dans sa mystique ?»« Non, colonel, mais j'ai appris qu'il y a deux sortes de silence, celui qui cache la peur et celui qui protège quelque chose. » Harris ne répondit pas. Il tira sur sa cigarette, observant la silhouette de Grace dans la nuit. Le vent balayait la piste, emportant la poussière comme une fumée sacrée. Plus tard, alors que la base s'endormait, une panne générale plongea Fort Ashland dans l'obscurité. Aucun bruit, sauf le sifflement du vent. Les lumières des hangars clignotèrent une dernière fois avant de s'éteindre. Dans ce noir absolu, on entendit seulement la voix lointaine d'une femme qui priait. Pas un cri, pas une plainte, juste un murmure persistant, presque imperceptible, qui semblait respirer avec la terre. Et quelque part, dans la tour silencieuse, le colonel Harris sentit pour la première fois un frisson qu'il n'arriva pas à expliquer. Le matin suivant s'annonça étrangement calme. Pas un souffle de vent, pas un cri d'oiseau. Le désert semblait figé, suspendu dans une lumière laiteuse. Fort Ashland se réveillait lentement, encore engourdi de la panne de la veille. Les générateurs avaient dit redémarrer au milieu de la nuit, mais l'électricité vacillait encore par moments, comme si quelque chose invisible résistait au retour de la routine. Grace Callahan sortit de son baraquement avant le lever du soleil. L'air sentait la rouille et la poussière. Elle marcha jusqu'à la chapelle, s'agenouilla sur le sol tiède. Aucun mot, juste un souffle régulier. Ses mains restaient jointes, mais ses yeux ouverts fixaient le vitrail fendu où filtrait la première lumière rose. À cet instant précis, quelque chose en elle pressentit une rupture, pas de peur, mais d'attention pure, une tension du monde qui retenait sa respiration. À 6 heures, la sirène d'appel retentit. Les soldats se rassemblèrent, encore à moitié endormis. Harris, droit, impeccable, annonça les ordres d'une voix ferme. Mission Red Valley, exercice de repérage et de navigation en terrain hostile. 3 escadrilles, décollage A0700. Son ton ne laissait place à aucune question. Les cartes furent distribuées, les checklists passées en revue. Grace rejoignit son appareil, casque sous le bras. Son nom apparaissait cette fois en marge du plan de vol. Copilote de secours sur l'équipe au sol. Une affectation de seconde zone, un moyen de la tenir à distance. Elle accepta sans un mot. Miles passa près d'elle, lui tendant une gourde. « Vous devriez rester à l'abri aujourd'hui. Le vent a changé de direction et les radars n'aiment pas ça. »« Le vent change toujours avant quelque chose, » répondit-elle. « C'est le moment de regarder, pas de fuir. » Il voulut insister, mais Harris arriva. « Tucker, vous avez fini de distribuer vos sermons ?» Miles s'écarta aussitôt. Harris se tourna vers Grace. « Vous resterez près du hangar.
Observation, assistance radio. Pas de vol, c'est clair ? Oui, monsieur. Les moteurs commencèrent à rugir. Faisant vibrer les vitres, l'odeur de kérosène s'épaissit. Les appareils s'alignèrent sur la piste, silhouette noire contre le soleil levant. À 07h02, la première escadrille s'éleva, suivie de la seconde. Le ciel prit une teinte d'or liquide, aveuglante. Depuis la tour de contrôle, Miles observait les radars. Des signaux inhabituels apparurent sur l'écran. De petites interférences, puis des taches mouvantes. « Colonel, regardez ça. Anomalie direction nord-ouest. Sans importance, répondit Harris. Probablement une erreur de calibration. Continuez le suivi. » Grace, assise devant la console radio, entendait les échanges entre pilotes. Les voix résonnaient, rythmées, maîtrisées. Puis un grésillement, une coupure. Silence. Escadrille Delta, répétez dernière position. Rien. Seulement un sifflement de fond. Les techniciens échangèrent des regards inquiets. Harris s'approcha de la fenêtre. À l'horizon, le ciel avait viré au cuivre. Une masse sombre se formait, fine ligne mouvante qui grandissait rapidement. « Ce ne sont pas des nuages », murmura Grace. Une alarme se mit à hurler. Les radars se brouillèrent entièrement. Des signaux clignotaient, chaotiques. Miles tapa sur la console. « Ce n'est pas une tempête, colonel, c'est autre chose. » Harris attrapa la radio. À toutes les unités, retour immédiat à la base. Formation d'urgence. Mais la radio crachota, saturée de parasites. Puis un grondement, lointain d'abord, se fit entendre. Le sol vibra, les vitres tremblèrent. Un premier éclat de lumière fendit le ciel, suivi d'un second, plus proche. Les sirènes d'alerte retentirent dans toute la base. Grace se leva brusquement. « Retirez les appareils du tarmac. » Les soldats coururent, certains sans comprendre. Harris hurla des ordres contradictoires. La poussière monta, épaisse, rougeâtre. Le premier souffle de l'explosion fit plier les hangars. Un bruit sec, suivi d'un silence assourdissant. Puis un autre choc, plus violent encore, fit trembler la terre entière. Grace tomba à genoux, se protégeant la tête. Des morceaux de tôle volèrent dans les airs. La lumière devint blanche, aveuglante. Elle sentit la chaleur passer au-dessus d'elle sans la toucher. Une seconde, peut-être deux. Puis tout s'arrêta. Quand elle rouvrit les yeux, la base semblait engloutie dans une brume épaisse. Les sirènes hurlaient toujours, déformées. Autour d'elle, les bâtiments fumaient, certains écroulés, d'autres tordus. Mais la chapelle, à quelques mètres, restait intacte. Même son vitrail fissuré brillait d'une lumière pâle. Elle se leva lentement, couverte de poussière. Derrière elle, Harris émergeait des décombres, visage noirci, uniforme en lambeaux. Il la regarda, hébété. Autour d'eux, un silence immense s'étendait, seulement troublé par le crépitement du métal brûlé. Grace leva les yeux vers le ciel. Les nuages de fumée se déchiraient, laissant apparaître un bleu limpide. Pas un avion, pas une trace. Elle ferma les yeux et murmura, à peine audible, « Merci ». Personne ne répondit. Le vent retomba. Fort Ashland, quelques minutes plus tôt, bruyante et arrogante, gisait désormais dans un calme irréel. Le silence qui suivit l'explosion paraissait impossible. Pas un cri, pas un ordre, rien qu'un bourdonnement dans les oreilles, comme si tout l'air du désert s'était figé. Fort Ashland n'était plus qu'une étendue de cendres et de lumière trouble. Les hangars fumaient, les antennes tordues, crachant des étincelles, et au centre de cette désolation, Grace Callahan se tenait debout, couverte de poussière, le visage calme. Elle respirait. Autour d'elle, le chaos prenait lentement forme. Des silhouettes vacillaient entre les décombres, titubantes. Des cris s'élevaient enfin, étouffés, confus. Des ordres contradictoires jaillirent des radios. « Feu à l'ouest ! Blessé secteur B ! Évacuez la piste !» Mais l'étrangeté persistait. Aucun incendie majeur, aucune onde de choc. Les bâtiments semblaient touchés, sans être détruits, comme si la force qui avait frappé la base s'était arrêtée à la limite de ses murs. Harris sortit du bunker, encore couvert de gravats. Ses yeux, rougis, cherchèrent des repères. En voyant la chapelle intacte, il resta figé. Tout autour, le sol était labouré par les impacts. Et pourtant, à quelques mètres, le petit bâtiment blanc demeurait intact, immobile, presque neuf. La lumière du matin s'y reflétait, pure, sans poussière. « Impossible », murmura-t-il. Grace s'approcha lentement, vérifiant chaque pas. Des morceaux de tôle jonchèrent le sol, tordu comme du papier. Elle s'arrêta devant la porte de la chapelle.
Le vitrail fissuré renvoyait un éclat doux. Aucune trace de chaleur, aucune fumée. À l'intérieur, tout était en ordre, bancs, croix, livres. Même la fine couche de sable au sol n'avait pas bougé. Elle posa la main sur la porte, ferma les yeux. Harris la rejoignit, haletant. « Qu'est-ce que... Comment... » Elle se tourna vers lui. « Vous avez entendu le son ?» demanda-t-elle. « Le son ?» Juste avant l'impact, il n'y avait rien. Ni vent, ni bruit. C'est comme si le monde avait retenu sa respiration. Il ne répondit pas. Ses yeux fixaient le ciel, les nuages noirs s'étaient déjà dissipés, remplacés par un azur limpide. Aucune trace d'avion ennemi, aucun drone, aucune silhouette. Les radars, muets, n'indiquaient plus rien. Miles surgit, la chemise en lambeaux. « Colonel, tout le système de détection est tombé avant la frappe, 5 secondes avant. Et, regardez ça. » Il tendit un enregistreur de vol. Petit appareil noir. Sur l'écran, on voyait les signaux des projectiles approchant, puis, brutalement, un vide. Un trou parfait dans la séquence. « Disparu » dit Miles. Les objets approchaient à grande vitesse, puis plus rien, comme s'ils s'étaient dissous. Harris resta muet. Grace regardait les données, impassible. « Parfois, dit-elle doucement, ce qui doit tomber ne touche jamais le sol. »« Vous voulez dire quoi par là ?» s'énerva Harris. « Que votre prière a arrêté une attaque, que Dieu a choisi Fort Ashland parmi tous les déserts d'Arizona. » Elle ne répondit pas. Ses yeux suivaient tout le vent qui balayait la poussière. Derrière eux, un groupe de soldats s'était rassemblé, silencieux. Certains faisaient le signe de croix, d'autres restaient pétrifiés, incapables de comprendre. « On doit alerter le commandement, » dit Miles. « Demander une enquête. » Harris hocha la tête mécaniquement. Ses doigts tremblaient sur le talkie. « Base Ashland à commandement central, attaque aérienne suspecte, aucune perte majeure, demande d'assistance. » Un grésillement, puis une voix hésitante répondit « Reçu, Fort Ashland, répétez, aucune perte. » Il répéta. Silence. Puis la voix revint, plus lente. « Les satellites confirment, aucun impact recensé, aucune activité aérienne détectée dans votre secteur. » Harris resta interdit. Ses yeux croisèrent ceux de Grace. Pendant une seconde, il n'y eut plus de colonel, ni de lieutenant, plus de grade, juste deux êtres humains devant quelque chose qu'ils ne pouvaient nommer. Le soleil monta lentement. La lumière dorée se posa sur la base dévastée, révélant chaque détail. Les vitres brisées jetaient des éclats comme des fragments d'étoiles. Les soldats commençaient à ramasser les débris, à soigner les blessés légers. Mais tous jetaient des regards vers la chapelle, épargnée, centre d'un cercle parfait de poussière immobile. Harris, immobile, se passa une main sur le visage. « Personne ne va nous croire, » murmura-t-il. « Ce n'est pas important qu'il croie, » dit Grace. « Ce qui compte, c'est que vous l'avez vu. » Un souffle chaud passa entre eux, soulevant à peine la poussière. Au loin, un drapeau effiloché battait faiblement. Harris le regarda sans parler. Une expression nouvelle, presque de respect, traversa brièvement son visage. Puis, il détourna les yeux, incapable d'affronter ce qu'il ressentait. Grace retourna vers la chapelle, ramassa un éclat de verre tombé du vitrail et le glissa dans sa poche. Elle marcha vers le hangar où la radio émettait encore un faible grésillement. Sa voix, calme, résonna à travers le micro. Ici, Fort Ashland, situation stable, ciel dégagé. Au-dessus d'elle, l'azur s'étendait, d'un bleu pur et silencieux, comme si le ciel lui-même venait de s'ouvrir et de se refermer sans laisser de traces. 3 jours passèrent. Les hélicoptères de reconnaissance tournoyaient au-dessus de Fort Ashland, traçant des cercles lents dans le ciel limpide. Des véhicules blindés du commandement central arrivaient en file, soulevant des nuages de sable. Les enquêteurs portaient des gilets gris, des casques brillants, des dossiers pleins de chiffres. Ils parlaient à voix basse, prenaient des notes, mesuraient, photographiaient. Tout semblait redevenir rationnel, maîtrisé. Et pourtant, chaque pas résonnait dans le silence étrange de la base, comme si quelque chose observait ces hommes venus chercher des explications. Grace Callahan les regardait faire depuis le perron de la chapelle. Elle n'intervenait pas, ne parlait à personne. Ses mains restaient croisées derrière le dos, son regard calme. Harris, lui, accompagnait les enquêteurs avec une raideur mécanique. Sa voix était polie, mais creuse. Il répétait les mêmes phrases, encore et encore. 3 frappes aériennes. Aucune trace d'impact, aucun mort.
Le chef de l'enquête, un major à la moustache fine, l'interrompit. « Vous affirmez qu'aucune onde de choc n'a été ressentie dans le périmètre interne. »« Affirmatif, » répondit Harris. « Seulement un souffle de chaleur. »« Et les systèmes radars ?»« Effacés, juste avant l'attaque. » Le major fronça les sourcils. « Effacés ? Par quoi ? » C'est justement la question. Dans le bureau temporaire installé dans la tour, Miles montrait les enregistrements. L'écran affichait une ligne verte continue, puis brusquement un vide noir. Pas de distorsion, pas de brouillage, un effacement pur, parfait, mathématique. « Ce n'est pas une panne, » dit Miles, « c'est une absence. » Les hommes échangèrent des regards embarrassés. L'un murmura « On dirait que le ciel a avalé les projectiles. » Personne ne releva. Les scientifiques préféraient parler d'ondes magnétiques, de mirages thermiques, de phénomènes atmosphériques rares, mais leurs voix manquèrent de conviction. Tout le monde avait vu les mêmes choses, la lumière blanche, le souffle, la base encore debout. À la tombée du soir, Harris fit le tour du site. Les enquêteurs terminèrent leur prélèvement, photographiant le cercle parfait autour de la chapelle. Aucune trace de brûlure, aucune radiation. Le sable y restait froid, presque humide. Harris s'agenouilla, prit une poignée de cette poussière et la laissa glisser entre ses doigts. Elle brillait comme de la cendre d'or. « Colonel, » dit le major derrière lui, « vous avez une explication personnelle ?» Harris resta un long moment silencieux, puis il répondit, sans le regarder, « Non, et je ne suis pas sûr d'en vouloir une. » Le major nota quelque chose et s'éloigna. Harris leva les yeux, Grace sortait de la chapelle, silhouette fine contre le couchant rouge. Il la rejoignit lentement. « Lieutenant, » dit-il d'une voix qu'il voulait ferme, « vous savez que vos prières sont maintenant au cœur du rapport ? Certains disent que vous aviez prévu cette attaque. »« Non, » répondit-elle, « je ne prévois rien, je me prépare. » Il la fixa, les yeux pleins d'un mélange d'irritation et de peur. « Vous comprenez ce que cela veut dire ? On va vous interroger, vous scruter, vous tester. »« Ils peuvent tout mesurer sauf le silence, » dit-elle doucement. Un souffle de vent passa, soulevant un voile de poussière dorée autour d'eux. Harris eut un frisson. « Ce que j'ai vu ce matin-là, » murmura-t-il, « je ne peux pas l'écrire, les mots le rendent faux. »« Alors ne l'écrivez pas, portez-le. » Il détourna le regard. La nuit tombait, couvrant la base d'une clarté pâle. Les lumières des véhicules clignotaient comme des lucioles métalliques. On entendait au loin les enquêteurs ranger leur matériel. Vers 23 heures, Grace retourna seule à la chapelle. À l'intérieur, le silence était total. Le vitrail fissuré projetait un rayon argenté sur le banc du fond. Elle s'agenouilla, non pas pour prier, mais pour écouter. Parfois, elle avait l'impression que la lumière respirait. Derrière elle, une ombre apparut. Harris. Il resta sur le seuil, incapable d'avancer. « Pourquoi vous » demanda-t-il d'une voix rauque. « Pourquoi ici ?» Grace ne bougea pas. Peut-être parce que quelqu'un devait le voir, pas pour y croire, mais pour cesser de se moquer. Il baissa la tête, honteux. « J'ai ri de vous, devant mes hommes. Vous cherchiez à cacher votre peur. Peur de quoi ? De ne pas être maître du ciel. » Le silence les enveloppa. Les néons du dehors clignotèrent, puis s'éteignirent. La base entière plongea dans une obscurité douce, presque apaisante. Harris releva lentement la tête. Grace, toujours agenouillée, paraissait baignée d'une lumière invisible, à peine perceptible, comme un reflet venu d'ailleurs. Il comprit alors qu'aucun rapport, aucune enquête ne saurait traduire ce moment. Ce n'était pas un miracle, ni une coïncidence. C'était un rappel, brutal, silencieux, que tout pouvoir humain, même celui d'un colonel, tenait sur un souffle. Quand il sortit, l'air était froid. Il leva les yeux vers le ciel, clair, immense, sans trace. Et pour la première fois, il se surprit à murmurer quelque chose qui ressemblait à une prière, sans oser lui donner un nom. Une semaine plus tard, Fort Ashland reprit son apparence ordonnée, du moins en surface. Les ingénieurs avaient reconstruit les antennes, repeint les hangars, dressé de nouveaux drapeaux. Les journaux parlaient d'un incident météorologique rare, d'une perturbation ionique sans précédent. Le rapport officiel conclut à un dysfonctionnement des capteurs. Pas un mot sur la lumière blanche, ni sur la chapelle restée intacte. La guerre avait besoin d'ordre, pas de mystère. Mais sous la discipline retrouvée, quelque chose avait changé. Les soldats parlaient plus bas, riaient moins fort.
On priait discrètement, parfois même des hommes qui se disaient athées. Le soir, certains laissaient un mot glisser dans la fissure du mur de la chapelle. Un remerciement, une peur, une promesse. Le colonel Harris, lui, ne dormait plus. Ses nuits étaient traversées de flashs. Le grondement du ciel, la lumière, puis ce silence écrasant. Il revoyait sans cesse Grace Callahan, agenouillée au centre du vent, immobile. Le bruit de sa voix revenait aussi, calme, détaché, insaisissable. Il s'était moqué d'elle, de sa foi, de son calme. Aujourd'hui, il ne riait plus. Le commandement central exigea une cérémonie officielle pour honorer la résilience exemplaire du personnel de Fort Ashland. On dressa une estrade devant la tour de contrôle, on nettoya le sol, on aligna les troupes. Le soleil était haut, le ciel d'un bleu tranchant. Harris, uniforme impeccable, décoration polie, se tenait droit derrière le pupitre. Ses yeux parcouraient les rangs, cherchant un visage. Elle n'était pas là. Grace Callahan se tenait un peu plus loin, dans l'ombre du hangar 3, les mains croisées dans le dos. Elle regardait sans expression la foule ordonnée, les drapeaux qui claquaient au vent. Ses yeux ne trahissaient ni fierté ni rancune, seulement une distance tranquille. Harris prit la parole. Sa voix, d'ordinaire ferme, trembla légèrement. « Soldats de Fort Ashland, nous avons traversé quelque chose que les mots ne peuvent pas décrire. On nous demande d'en donner une explication, mais parfois l'explication n'est pas ce qui compte. Parfois, ce qui compte, c'est d'avoir survécu et d'avoir appris. » Un murmure parcourut les rangs. Le colonel s'interrompit, posa les mains sur le pupitre. « J'ai cru longtemps que la force venait du contrôle, que l'ordre, la discipline et la raison suffisaient à nous protéger. Mais il existe des forces que ni la science ni la stratégie ne peuvent nommer. Ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait peut-être cesser de se moquer de ce qu'on ne comprend pas. » Un silence épais s'installa. Les soldats, immobiles, semblèrent retenir leur souffle. Harris leva lentement les yeux. Au loin, il aperçut Grace, droite, immobile, son regard posé sur lui. Un instant, le temps se suspendit. Il baissa la tête, incapable de soutenir ce regard. « À ceux qui ont gardé leur courage, dit-il d'une voix plus basse, et à ceux dont la foi a sauvé plus d'un cœur ici, je rends hommage. » Il s'arrêta là, sans discours officiel, sans citation. Il quitta le pupitre, ignorant les applaudissements protocolaires. Il descendit les marches, marcha lentement vers la chapelle. Les soldats s'écartèrent, sans parler. Devant la porte, il s'arrêta, ôta son couvre-chef et resta immobile. Grace arriva derrière lui. « Vous n'étiez pas obligé de dire tout cela, colonel. »« Je ne l'ai pas dit pour eux, répondit-il. Je l'ai dit pour moi. » Il se tourna vers elle. Son visage, usé, semblait apaisé pour la première fois. « Ce jour-là, j'ai vu la mort venir. Et puis j'ai vu autre chose, quelque chose que je n'avais pas la force de nommer. Parfois, il ne faut pas nommer, dit-elle doucement. Il suffit de porter. » Ils restèrent un moment sans parler. Le vent soufflait entre les hangars, soulevant la poussière comme un voile d'or. Harris leva les yeux vers le vitrail. Une lueur blanche y brillait encore, fine, immobile. « Vous savez, lieutenant, » murmura-t-il, « j'ai essayé de prier depuis. » Grace sourit légèrement. « Et ? Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Ce n'est pas le but. Ce qui compte, c'est de parler autrement qu'avec des ordres. » Il hocha la tête. Son regard se perdit dans le ciel, vaste, pur, silencieux. On aurait pu croire qu'il cherchait encore une explication, mais ce n'était plus le cas. Il observait simplement, comme si, pour la première fois, il acceptait de ne pas comprendre. La cérémonie s'acheva. Les soldats furent libérés. Le soir tomba lentement, dorant les tôles, adoucissant les ombres. Harris s'éloigna de la chapelle, passa devant les hangars reconstruits. Derrière lui, la silhouette de Grace se découpait encore dans la lumière. Elle regardait le ciel, immobile, paisible. Le colonel s'arrêta une dernière fois, se retourna. Son regard se posa sur elle. Il n'y avait plus de moquerie, plus de défi. Seulement un respect silencieux, presque sacré. Et quand il détourna enfin les yeux, un souffle passa dans l'air, léger, tiède, portant avec lui un calme qu'il n'avait jamais connu.